Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau de élection 2012, le face à la presse des rédactions de Ouest France et de TVR depuis l'espace Ouest France, un rendez-vous politique qui reçoit chaque semaine un invité politique référent. Cette semaine, nous sommes très heureux d'accueillir le député socialiste Jean-Michel Boucheron, député de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, un candidat qui se présente cette fois-ci sans l'investiture de son parti. Jean-Michel Boucheron, bonjour. Bonjour. Grand merci d'avoir répondu à l'invitation de nos rédactions. Alors avec votre expérience, vous siégez au Palais Bourbon depuis 1981 et puis le désir de renouvellement de la classe politique et son mécanisme, vous nous direz à l'occasion de cette émission où vous souhaitez placer le curseur. Sans perdre de temps, la première question de ce élection 2012 avec Vincent Jarnigon, chef de la rédaction locale de Ouest France Rennes. Bonjour Monsieur Boucheron, vous avez donc décidé de vous représenter sur la première circonscription. Donc pourquoi ce choix? Tout simplement parce que c'est la mienne. Je n'allais pas me présenter ailleurs. C'est assez simple. Elle a été un peu redécoupée. Il y a un nouveau canton de Bruy-de-Chartres qu'on est heureux d'accueillir. Et donc je me représente sur cette circonscription parce que je pense que dans la période que nous connaissons, je peux être utile dans un certain nombre de domaines. Utile au président de la République, utile à la nouvelle majorité qui, je l'espère, viendra en soutien de François Hollande. Alors vous n'avez pas l'investiture des militants du Parti Socialiste, ça ne vous a pas empêché de repartir en fait? Oui, parce que cette procédure s'est faite dans des conditions politiques déplorables, démocratiques, extrêmement contesté par beaucoup de gens, donc ça n'avait pas une très grande crédibilité, et donc j'ai décidé de repartir. J'ai hésité un peu, parce que, vous l'avez dit, j'ai été élu en 81, et je pouvais me poser la question, est-ce que finalement je pourrais ne pas lasser, hein? Et donc j'ai posé la question à pas mal de gens qui m'ont dit mais non, c'est pas important, ce qui est important c'est l'expérience, c'est l'utilité dans votre place. Et donc j'ai rencontré beaucoup de réflexions de ce genre qui m'ont finalement décidé. Hein, il y avait aussi le problème de la place des femmes, mais le Parti socialiste en Ille-et-Vilaine est assez exemplaire, puisqu'il va emmener à l'Assemblée nationale, à mon avis, au moins 2 femmes, Isabelle Thomas à Saint-Malo et Nathalie Appéré à Rennes-Nord. Donc, si vous voulez, sur un dispositif de 6 députés, on a 3 nouveaux, dont 2 femmes, et trois personnes qui sont des gens aguerris. Et donc, je pense que c'est un très bon équilibre. Ce qui se passe, c'est un peu ce qui s'était passé avec Marcel Rogemont aussi, qui avait perdu l'investiture, qui avait été en candidat, qui lui est revenu ensuite au Parti Socialiste. Voilà. Ce serait aussi votre cas? Voilà. Donc, je vais être suspendu des instances de l'appareil et réintégré le 18 juin au matin. C'est bon, c'est pas bien grave. Vous aviez pensé pendant un moment aussi peut-être changer de circonscription? Non, c'est parce que mon ancienne circonscription, enfin l'actuelle, avait été coupée en morceaux. Et donc, effectivement, je pouvais me présenter sur l'un ou sur l'autre. Il y avait un accord national qui avait fait une répartition et qui n'a pas été respecté par la fédération locale. C'était sur la 8e au départ que vous étiez... c'est là où l'accord national voulait me mettre. Bon. La nouvelle 8e La nouvelle 8e. Bon, alors qu'en fait, elle aurait dû être réservée femmes. Non, le problème, c'est que la fédération socialiste au niveau local a très très mal fonctionné. Mais ça, c'est des problèmes que nous réglerons après l'été. Chaque chose en son temps. Vous avez parlé tout à l'heure, ça ne s'est pas bien passé. Vous pensez à quoi c'est-à-dire que le processus électoral a été tout à fait contesté par Madame Robert, qui était elle-même candidate sur la première. Hein, bon, et comme d'ailleurs sur la 8e, c'était la même chose. On va pas embêter les téléspectateurs là-dessus. Non, le PS local est en crise, grave. Mais c'est pas le sujet des législatives. Ce sera le sujet du congrès d'octobre. Alors il faut informer aussi nos téléspectateurs que cette émission est enregistrée mardi, le jour de la passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et le nouveau président de la République française, François Hollande. Comment avez-vous suivi et vécu cette élection présidentielle? D'une part, avec émotion et gravité. Émotion parce que, c'est quand même un ami, François Hollande, c'est quelqu'un que je connais bien, qui arrive président de la République, qui est une charge importante. Et puis gravité parce que quand même, j'ai tout le monde dans le cerveau, la situation économique, financière, stratégique du monde et de la France et de l'Europe.
Bon, personne ne sait quelle sera la situation de l'euro dans 8 jours. Et même si l'émission est diffusée un peu plus tard, ce sera toujours la vérité. Hein, bon, donc si vous voulez, on rentre dans une période de très grande difficulté. Et là, c'est important que François Hollande ait été élu parce que dans cette France chaotique, dans cette situation chaotique qu'on va traverser, l'esprit de justice. C'est-à-dire que chaque Français se dise on va tous faire l'effort à proportion de nos moyens, en fonction de nos moyens, et non pas privilégier certains plutôt que d'autres. C'est ça qui est important. Et donc que maintenant on a François Hollande, il faut que tout le monde s'accroche au bastingage parce que ça va être dur. Alors, vous êtes membre de la Commission des affaires étrangères. Quelle est la priorité, la première priorité à régler là aujourd'hui? C'est la Grèce Alors, la Grèce, c'est plutôt un problème financier, c'est plutôt l'euro. Hein. Bon, évidemment, aujourd'hui, on fait pression sur les Grecs en disant si dans un mois vous ne votez pas pour un gouvernement qui veut faire des réformes, vous sortez de l'euro. Et là, la Grèce serait dans une situation. Il faut que le peuple grec choisisse. Qu'il fasse enfin ces réformes, qu'on fasse un cadastre, qu'il y ait des impôts locaux, enfin qu'on fasse des choses sérieuses. D'ailleurs, entre nous, ce qui n'était pas sérieux, c'est d'avoir mis la Grèce dans la zone euro au départ. Fermons la parenthèse. Non, sur le plan de la politique étrangère, ce qui est très important, c'est évidemment la cohésion de l'Europe, hein, mais c'est aussi les risques de guerre. Hein, on ne sait pas si Israël va bombarder avec des armes nucléaires, peut-être l'Iran. Bon, ils font pression sur Obama. Obama tient bon, mais il peut arriver aussi une catastrophe de ce côté-là. Et puis, il y a la crise financière internationale, qui n'a rien à voir avec celle de la dette, hein, qui est la crise qui, elle, peut venir de Wall Street, hein, et qui, là, peut emporter des récessions économiques importantes au moment où nous avons des dettes à rembourser. Bref, il y a tout un contexte qui est extrêmement dur, hein, et qu'il faut gérer. Comme je disais tout à l'heure, il va falloir s'accrocher au bastingage. Oui, va falloir s'accrocher. Vous êtes très lucide sur une situation qui, non seulement est très dure aujourd'hui et qui ne risque pas de s'améliorer dans les prochains mois, voire les prochaines années. On risque de rester dans une situation d'instabilité à la fois financière, de défense, parce que le monde est aussi en crise. Oui, le monde est en crise. Alors, le sommet de l'OTAN auquel va participer François Hollande dans quelques jours va être avec des enjeux terribles aussi. Il y aura l'Afghanistan où les Américains vont. Faut retirer les troupes. Bien sûr, il faut retirer les troupes, mais on ne peut pas les retirer seuls. Quel avenir pour ce pays s'il n'y a plus de. Écoutez, je crois qu'il faut qu'ils prennent leur destin en main. Hein. Bon, il faut qu'ils prennent leur destin en main, sinon on commence à gérer les différents pays du monde qui ont des problèmes, on va avoir les 2 tiers de la planète sur les bras. Donc l'Afghanistan, ils ont eu une chance, on les a libérés des talibans, on a fait un certain nombre d'infrastructures, on a ouvert des écoles, on a créé une police, créé une armée, qui vivent leur vie. Qui vivent leur vie. On était là pour chasser Al-Qaïda, Al-Qaïda c'est fini. En Afghanistan, pas dans le Sahara bien sûr, mais là-bas c'est plus le problème. Vous avez été très longtemps président de la commission défense à l'Assemblée nationale, vous connaissez parfaitement les rouages de ces questions. La différence entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est que François Hollande prévoyait de sortir 1 an plus tôt que Nicolas Sarkozy. C'était une bonne chose d'assainir un peu cette situation qui au niveau national interpellait. La sortie des troupes avant la fin 2012 sera difficile, pour pas dire impossible, parce qu'il y a beaucoup de matériel à faire revenir, il faut sécuriser les retours. Donc l'important, c'est qu'on n'ait plus de soldats qui meurent en Afghanistan. Voilà l'important. Après, on n'est pas 2-3 mois près pour se retirer, mais il faut que le dispositif de sécurité soit puissant. Voilà. Ensuite, avec les Américains, on aura une discussion un peu difficile, hein, parce que ils veulent nous mettre dans leur dispositif, nous intégrer dans notre dispositif. Or, je crois que l'importance de l'indépendance de la France sur le plan stratégique est très grand parce que c'est l'indépendance de l'Europe derrière. Il nous faut une Europe qui soit elle-même. Ce qu'il faut, c'est bien voir que les États-Unis regardent vers le Pacifique. Donc il faut qu'on construise une nouvelle unité européenne qui soit relativement autonome vis-à-vis des Américains. C'est très important. Comment vous voyez la marge de manœuvre de l'État français entre justement ces Allemands qui économiquement dirigent un peu l'Europe et qui donnent les feuilles de route et ces Américains qui en matière de défense nous donnent là aussi la marche à suivre? Elle se situe où aujourd'hui la véritable force et légitimité de la France? Monsieur Beignet, c'est la question la plus difficile. Eh bien oui, parce que effectivement, il faut à la fois convaincre Madame Merkel et les Allemands, hein, qu'en matière de finances, il faut plus de solidarité si on veut sauver l'Europe. Et il faut convaincre les Anglais
que les Américains regardent vers le Pacifique et que donc la défense européenne, il serait bon qu'on la fasse ensemble. Tout ça, à mon avis, ça doit aller dans le bon sens. Mais ça va demander des efforts et du temps pour convaincre les uns et les autres que la solution, elle est européenne. Ça a l'air d'être un peu compliqué entre oui. Mme Merkel et M. Hollande, ils ne sont pas totalement d'accord. Ah non. Quel est l'argument que peut faire valoir François Hollande pour pouvoir convaincre Mme Merkel? L'argument de François Hollande, ça va être de dire qu'il ne peut pas y avoir une Allemagne prospère dans une Europe en crise, et avec un euro en crise, et avec des voisins qui ne peuvent plus acheter. Bon. Et par contre, nous, Français, il faut qu'on réinvestisse dans les industries qui sont clientes, qui ont pour clients les pays émergents. C'est ça la réussite de l'Allemagne. C'est avoir réussi à définir les filières industrielles et technologiques qui sont nécessaires aux pays qui émergent, le Brésil, la Chine, etc. Et donc, eux, quand les autres sont en croissance, les Allemands sont en croissance aussi. Alors, puisque nous, on consomme les produits en question de ces pays. Et donc, là, il y a une stratégie industrielle. Et ça, le problème de l'Europe aussi, c'est qu'elle refuse la stratégie industrielle par libéralisme un peu idéologique. Et donc, il faut des stratégies industrielles pour relancer la mécanique France. Ils sont notamment très forts sur les voitures. Ils en vendent beaucoup. Ils ont même des croissances assez impressionnantes par rapport aux Français notamment. On a ici le site de PSA La Jeannet, avec un enjeu aussi fort. Ils cherchent une voiture à construire. Oui. Comment on peut convaincre notamment General Motors de faire venir construire sa voiture ici à PSA La Jeannet? Alors, il est bien clair que les députés et élus locaux n'ont pas un pouvoir gigantesque sur ces énormes mécanismes économiques. Mais je crois qu'ils peuvent faire une chose. C'est communiquer sur la qualité des personnels de l'usine Citroën de Rennes. Je dis Citroën CPSA. De l'usine Citroën de Rennes. Communiquer sur la qualité de ces personnels, communiquer sur la qualité des investissements. Parce que le jour où il va falloir faire un choix au niveau de ce nouveau géant de l'automobile, il va falloir faire un choix sur des sites qu'on arrête. Il faut qu'on se dise, non, Rennes, on a un site de qualité sur le plan technologique et sur le plan du sérieux des personnels. Donc il faut que nous communiquions massivement sur ce sujet, parce que c'est là qu'on se gagnera la bataille. Vous avez pris comme un geste un petit peu fort cette voiture présidentielle, cette DS5 hybride qui a remonté les Champs-Élysées. Est-ce que c'est un geste fort, non seulement en direction de l'industrie automobile française, mais aussi un motif d'espérance pour nous en région Bretagne? Bien sûr. Puis j'avais tellement longtemps qu'un président de la République n'avait pas remonté les Champs-Élysées en DS. Hein. C'est bien. Bon, oui, c'est un geste fort. Hein. D'abord, une voiture évidemment française, hein, une voiture de haute technologie et une voiture aussi écologique. Hein. Donc c'est marquer un peu la voie de l'avenir, dire voilà, l'avenir c'est ça, et puis c'est une voiture qui passera sur toutes les chaînes de télévision du monde. Donc pourquoi se priver d'une publicité comme ça? C'est un des dossiers aussi des parlementaires de ce département, le cas de PSA. On avait parlé d'un plan A, d'un plan B, voire d'un plan C. Alors là, dramatique, c'est quelque chose que vous excluez, Jean-Michel Boucheron? Écoutez, moi ce que je veux, en tout cas, c'est que ce ne soient pas les logiques d'actionnaires qui gouvernent. Hein. Ce que je veux, c'est que l'État français et l'Europe reprennent une politique industrielle. Comment Citroën est venu à Rennes? Politique industrielle de l'État. Hein. On a dit Citroën viendra à Rennes, les télécommunications iront à Lannion, l'électronique viendra à Rennes. Voilà, il faut quand même se dire que l'État peut avoir des politiques industrielles, et si ça gêne les patrons de l'OMC, eh bien c'est pas grave. De temps en temps, il faut que la politique, c'est-à-dire ce qui est entre les mains des citoyens, leur État, puisse jouer un rôle qui soit déterminant, qui soit dirigeant. Par rapport, on va repartir sur la défense, que vous connaissez bien. Est-ce qu'il reste des sous dans les caisses, à votre avis? Parce qu'on voit que la Libye a coûté très cher. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on se retire de l'Afghanistan plus tôt? Non, attendez. La Libye n'a pas coûté très cher. Parce que la Libye a coûté 4 fois moins cher que l'Afghanistan, mensuellement. Non, on a beaucoup d'hommes en Afghanistan. Et on a du matériel à terre. Des problèmes de sécurité d'alimentation. La Libye, c'était une attaque aérienne.
avec des hélicoptères et puis quelques agents secrets sur le terrain, mais ça vous ne le direz à personne. Bien. Donc ça a coûté beaucoup moins cher. Donc il n'y a plus beaucoup d'argent. Non, il n'y a pas beaucoup d'argent. Et puis la défense doit faire l'effort que font les autres ministères. Le problème, c'est qu'il faut bien dépenser notre argent. Par exemple, je suis un opposant résolu au fait qu'on finance la défense antimissile que nous proposent les Américains. Ça sert à rien. Ça marche pas technologiquement. Ça nous met sous dépendance stratégique des États-Unis. Ceux qui appuieraient sur le bouton, évidemment, c'est eux. Nous, on payerait les fusées, eux, ils appuieraient sur les boutons. Non. Alors là, il ne faut pas qu'on mette d'argent là-dedans. Mais ils nous font une pression terrible. Et la prochaine rencontre de M. Hollande et de M. Obama, le point qui va coincer le plus, c'est celui-là. Hein, il y en aura d'autres. Mais c'est celui-là. Ça va se coincer encore plus que l'Afghanistan. Hein. Bien. Alors il y a des petits pays qui acceptent ça parce qu'ils veulent se mettre sous l'aile américaine. Ils pensent qu'ils signent un contrat d'assurance. Hein. J'espère pour eux qu'ils ne se trompent pas. En tout cas, on n'a pas à mettre notre argent là-dedans. Hein. Quand on revient sur les grandes questions européennes qui vous intéressent, est-ce qu'il serait temps de mettre un véritable gendarme un peu économique, un gendarme au niveau de la défense, c'est-à-dire donner un véritable visage de cette Europe qui agit en matière économique, qui agit sur les questions de défense? Tout le monde est convaincu par l'Europe, mais on n'en voit pas forcément vraiment la portée réelle à l'échelle des pays. Vous avez raison. Mais d'abord, il y a des divergences de politique étrangère qui n'ont pas facilité les choses. Par exemple, quand l'Allemagne refuse d'aller faire intervenir en Libye, que nous y allons au sol avec les Anglais, après dire on fait une défense commune, oui, bon, les Anglais sont partis faire la guerre en Irak, pas nous, grâce à Chirac. Bon, donc, si vous voulez, il y a un problème de politique. Il manque d'abord la défense et l'outil de la politique étrangère. Or, quand la politique étrangère ne fait pas l'objet encore d'un consensus en Europe, hein, évidemment, la défense, d'ailleurs, ça ne suit pas très bien. Mais de toute façon, il faudra y venir. C'est aussi créé pour rassurer et protéger. Voilà, tout à fait. Donc, mais il y a des choses qui vont avancer, tout simplement parce que plus personne ne peut financièrement faire les choses seul. Donc, c'est la force des choses. Alors, il y a deux solutions, ou se mettre ensemble au point de vue européen, ou acheter du matériel américain. Voilà le grand débat, il est là. Bien. Et donc, évidemment, la voie que vous avez décrite est la bonne. Il y a aussi vous êtes aussi un spécialiste du renseignement. Alors, on ne peut pas effectivement dévoiler des grands secrets d'État, mais est-ce que le renseignement français fonctionne plutôt bien, voire bien, à votre avis? Il y a eu, je dois le dire par pure honnêteté, il y a eu une bonne réforme du président Sarkozy sur ces sujets, et il y a eu de grands progrès qui ont été faits. Et il y a un domaine qui actuellement explose, qui est extrêmement important, qui est le grand domaine de la sécurité de l'avenir, c'est la cybersécurité. Et on revient à l'emploi dans l'agglomération rennaise. La cybersécurité, c'est lutter contre les virus qui viennent dans votre ordinateur, prendre les commandes d'une centrale nucléaire, du contrôle aérien, qui viennent faire beaucoup de dégâts. Et il faut lutter contre ça. Ça, c'est une nouvelle forme de terrorisme? C'est la future forme de terrorisme. C'est le futur conflit stratégique entre États passera par la cybersécurité, par la lutte informatique. Donc vous n'imaginez pas à quel point elle s'infiltre actuellement partout. Bien. Et donc il nous faut nous défendre. Il nous faut des intelligences, il nous faut des ordinateurs, il nous faut des grands spécialistes. Où sont-ils? Ils sont à Bru. À l'ex-Cellar. Et donc moi j'aimerais bien que Rennes devienne un grand pôle européen de la cybersécurité en faisant venir des PME, des ingénieurs de haut niveau. Voilà, à mon avis, l'avenir. C'est aussi dans l'ADN de notre région et de notre territoire. En plus, tout à fait. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je compte beaucoup. J'avais reçu en septembre dernier, vous vous rappelez, quelques 300 spécialistes européens sur ces sujets au LIS, là. Ils étaient venus de toute l'Europe. C'était une université d'été de la commission de la défense, et on avait été au CELAR et on avait montré ce que l'on sait faire en matière de cybersécurité. Il y a en matière de cybersécurité 4 pays qui sont à niveau: la Chine, les États-Unis, la Russie, la France. Actuellement. Et ça se niche où? Ils peuvent prendre le contrôle d'un ordinateur pour piloter un avion, Oui, ou bien détruire. Par exemple, un logiciel dit, eh bien écoutez, dans l'ordinateur de monsieur Untel, vous allez changer une addition tous les 25 et les jours pairs. Et puis vous allez vous arrêter un mois de temps en temps.
Et puis ce virus qui est rentré dans votre ordinateur, il s'est activé au bout de 6 mois. Il y a 6 mois qu'il y est. Il a roupillé pendant 6 mois. Ouais. Et puis l'ordinateur qui vous a envoyé ce virus, il n'existe plus. Et puis ça a été un trajet qui a fait le tour de la planète. Donc en matière de cybersécurité, vous pouvez être attaqué. Vous ne savez pas ce qu'on vous détruit. Vous ne savez pas ce qu'on va vous détruire. Vous ne savez pas comment on vous le détruit. Et vous ne saurez jamais qui est l'agresseur. C'est absolument un défi gigantesque. Ça peut être un État, ça peut être des voyous, ça peut être des terroristes, ça peut être ce que vous voulez. Et donc il faut être en avance sur le plan technologique sur tous ces prédateurs-là, et une avance technologique importante. Hein. N'oubliez pas que les Américains ont détruit les centrifugeuses iraniennes qui fabriquent le nucléaire iranien, simplement en vendant dans le marché de Téhéran des clés USB infectées. Et puis ils en ont vendu. Et puis un jour, un ingénieur a pris la clé USB, il l'a mis en son ordinateur, et la clé USB a repéré que c'était un ordinateur qui travaillait pour la défense, clac, virus. Et les centrifugeuses iraniennes ont été mises en rideau et pendant 1 an et demi. Oui. On parle un petit peu moins de l'Iran, mais c'est une réelle menace aujourd'hui, internationalement. Je crois que c'est un alibi à beaucoup de gens. C'est un alibi. Alors, je ne vois pas pourquoi l'Iran nous enverrait une bombe atomique. Ils en recevraient 300 en retour. Ils sont pas fous. L'Israël non plus. Ils en recevraient 150. Bien. C'est un alibi pour l'industrie américaine pour vendre des armes en Arabie Saoudite et dans tous les voisins de l'Iran. C'est un alibi pour Israël en disant oh là là, on est attaqué, etc. Ne parlons plus du problème palestinien. Hein, on évacue. Puis c'est un alibi pour les Iraniens aussi, pour dire, voyez, nous sommes considérés comme le danger principal contre l'Occident, donc nous sommes les vrais leaders du monde musulman. Vous voyez, bon, grosso modo, je ne crois pas du tout au risque iranien en matière de sécurité. Je crois surtout que ça arrange beaucoup de gens. Il nous reste 4 minutes dans cette élection 2012. Vincent Jernigon, Ouest France. Donc sur les grands conflits mondiaux, vous pensez que ça va s'apaiser ou il y aura encore des noyaux, notamment sur les révolutions un petit peu arabes? La Syrie, on n'a pas parlé de la Syrie, on entend moins parler de la Syrie aujourd'hui. Est-ce qu'il faut que Bachar el-Assad quitte le pouvoir On aimerait bien. Voilà, mais comment? On aimerait bien, mais les Chinois veulent pas. Voilà. Hein, les Chinois veulent pas. Les Russes veulent pas. Les Iraniens veulent pas. Les Israéliens, ça leur va très bien, Bachar el-Assad. Hein. Bon, les chrétiens de Syrie, Bachar el-Assad, c'est un pouvoir laïque. Hein, ils préfèrent ça que les frères musulmans au pouvoir. Hein. Bon, et la Syrie, c'est l'endroit du Moyen-Orient où les chrétiens sont le moins embêtés. Hein. Donc, et puis quand Bachar el-Assad demande à la population de le soutenir, il y a 150 000 personnes dans la rue. C'était pas le cas de Kadhafi. Donc c'est un problème plus compliqué. Moi, je crois que les pays arabes font leur révolution, il faut leur laisser le temps. Ils ont du mal derrière, parce qu'on voit bien quand tu me dis c'est compliqué, en Libye c'est très compliqué. Donc, on renverse des entre guillemets. Vous avez raison. Mais... Entre la Révolution française et la République, il y a eu un siècle, 2 empires, 3 restaurations et 4 ou 5 massacres. Hein. Donc, laissons-leur un peu de temps. Si j'ai un seul souci de sécurité de ce côté-là, c'est le Sahara, c'est le fait que qu'Al-Qaïda se soit implanté dans des zones du Sahel et du Mali, de la Mauritanie, du sud de l'Algérie et du Niger, évidemment. On va refermer cette émission un peu comme on l'a commencé. Il nous reste 2 minutes 30. Jean-Michel Boucheron, les législatives, on présente souvent cette élection comme le 3e tour de l'élection présidentielle. Il faut donner une majorité, évidemment, dans votre camp, plus affirmée encore à François Hollande. Il faudrait déjà lui donner une majorité. Évidemment, tous les socialistes rêvent que cette majorité soit absolue. Mais est-ce que ce serait d'ailleurs, forcément une bonne chose. Bon, en tout cas, il faut qu'il y ait une majorité de gauche. Hein. J'imagine que les Français n'ont pas voté François Hollande pour que dans un mois, nous ayons M. Juppé comme Premier ministre. Hein. Bon, donc il faudrait une majorité de gauche à François Hollande et que toute la gauche s'y retrouve, les radicaux, les écologistes, le front de même si certains accords avec les Verts passent mal du côté de certains députés sortants socialistes qui n'ont pas... Ah oui, mais il y a des tas vous m'avez dit que j'étais dissident. Député socialiste, j'ai participé à la création de ce parti en Ille-et-Vilaine, donc je me sens pas en vacances de socialisme, laissez-moi vous dire. Mais il y a une centaine de dissidents dans le pays, enfin une centaine de problèmes. Il y en a aussi à Fougères, là. À Guingamp, vous vous retrouverez
Sur la première circonscription et sur les autres, au soir du premier tour, l'ensemble des candidats socialistes et un peu de en toute marge. façon, les électeurs ont l'occasion de voter socialiste au deuxième tour, il n'y a aucun problème. Une des dernières questions, Vincent Jarnigon. Sur votre première... si vous allez à l'Assemblée nationale, vous continuez à la Commission des affaires étrangères? Ah oui. Bon, parce que d'abord, j'y ai des responsabilités, et des responsabilités qui sont liées, notamment, je pense, à la vice-présidence du Parlement de l'OTAN, donc qui est liée à ce mandat. D'autre part, je pense qu'au niveau du renseignement, j'aurai des choses à faire aussi. Je préside également une fondation d'intelligence économique qui est faite pour préserver les brevets très importants de nos entreprises par rapport aux attaques extérieures. Et nous faisons beaucoup de bon travail avec de très grosses entreprises, parce que là, sur le plan économique, c'est fondamental. 10 secondes, ce sera le mot de la fin. Quel style de campagne allez-vous mener? Oh, moi je vais aller voir les gens et leur dire voilà ce que l'on peut faire, voilà ce qui nous attend comme événement. Et il faut faire front, il faut du solide et ça va pas être simple. Donc allons-y, on se met tous la main dans la main et on va gagner. Avec Jeanine Huon, votre suppléante, qui est derrière vous pour cette émission Élection 2012. Merci à vous, Jean-Michel Boucheron. Merci à mon camarade de jeu Vincent Jarnigon. Rendez-vous la semaine prochaine. Autre émission Élection 2012 pour bien décoder cette période électorale. Merci, excellente semaine à tous.